vais donc vous présenter ici l'expérience de la PAS de Saint-Louis et du collectif national des PAS. Et en quoi, dans les PAS, on se pose ces questions. Comment est-ce possible de concilier les valeurs du soin, les valeurs hospitalières, avec les contraintes économiques, les contraintes administratives et économiques, et comment évoluer vers une approche systémique des questionnements, et est-ce possible de construire une éthique partagée? Alors, hier en réunion, Denis Méchali, mon collègue que certains connaissent, qui est un ancien responsable de la PAS de Saint-Denis, m'a cité cette phrase intéressante donc, qui illustre bien ces questions de la difficulté. C'est issu de l'ouvrage Les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui dit la chose suivante: qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus pour nous y tenir. Alors on va voir que les choses sont en effet difficiles, que ce challenge, les valeurs du soin, les valeurs hospitalières et les contraintes économiques, c'est comme ça d'allure opposée, et que c'est loin d'être facile de les réunir. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les PAS, rapidement, pour planter le décor, ce sont des dispositifs médico-sociaux qui ont été mis en place dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions de 1998 et qui ont pour objectif de permettre l'accès aux soins aux personnes en situation de précarité. Il y a environ 430 PAS en France. Alors il y a plusieurs modèles. Les PAS ont été mis en place sur le territoire en fonction des besoins locaux, et le dispositif est assez hétérogène. Cependant, il y a deux grands types de PAS. La PAS transversale, où une assistante sociale va intervenir dans toutes les consultations pour permettre la gratuité des soins. Et le dispositif sur lequel on va plus insister, et qui est celui qu'on défend plutôt dans le collectif national des PAS, c'est celui de la PAS dédiée, c'est-à-dire dans une unité de lieu, des professionnels de champs variés vont intervenir. Et en fait, donc, on va être dans une approche intégrative des différentes dimensions du soin et autour du soin qui impactent le soin. Donc alors, le champ de la PAS, c'est l'ambulatoire, c'est-à-dire les consultations, les examens complémentaires, les soins et les médicaments. Mais ça exclut tout ce qui est l'hospitalisation, y compris l'hôpital de jour, y compris donc les séances de dialyse en particulier. Alors le financement est limité, c'est 60 millions à l'échelon national. Quand ça redescend, c'est des petits financements dans les hôpitaux. Et le public, comme la précarité, c'est varié d'un territoire à l'autre. Une PAS de grande ville aura plutôt un public de migrants, une PAS de territoire rural, des travailleurs pauvres. Alors, un petit mot sur le collectif national des PAS. Donc, depuis quelques années, on s'est réunis. Les difficultés des PAS ont été évoquées ce matin. Parmi les difficultés, un manque de visibilité, une approche du soin qui n'est pas l'approche prédominante du soin à l'hôpital. Le soin à l'hôpital étant très technique, très spécialisé. L'approche des PAS, c'est plus du soin primaire, une approche globale. Et aussi cette vision d'un quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, rentable. C'est-à-dire, dans la logique de la T2A, la PAS ne rapporte pas à l'hôpital. Donc on s'est réunis, on est plusieurs professionnels qui représentent des PAS sur tout le territoire, pas toutes les PAS bien sûr, et les actions du collectif, c'est d'être en quelque sorte une société savante autour de ces questions, précarité, migration, et la place de l'humain dans le soin, on le reverra. Donc on essaye on se réunit, de travailler sur des petits projets d'enseignement, de recherche, de communication. Voilà. Et parmi les actions, beaucoup de travail de communication, de visibilité, avec des colloques qu'on organise. On essaye de façon régulière à Paris, à Georges Pompidou, au ministère, et puis dans les régions également. La dynamique est lancée et activée. Et puis des colloques thématiques, comme ce colloque thématique, où à la suite d'un cycle de réflexion sur la place de l'humain dans le soin, on a organisé, salle Pierre Laroque au ministère, au mois de juin 2015, un colloque qui s'appelait « Soigner l'humain ». Et finalement, à la suite de ça,
pour essayer de faire plus que des actes du colloque, on a réuni dans un ouvrage qui s'appelle « Soigner l'humain, manifeste pour un juste soin au juste coût », des écrits de personnes dans tout le champ de la santé, y compris Laurent Chambaud qui a écrit un article, et le DGS, le DGOS, qui ont contribué à cet ouvrage. Alors dans cette dynamique de réflexion qui est la thème central de l'intervention, on a continué en s'associant à l'association des directeurs d'hôpital, et on a organisé un colloque en fin d'année dernière, à nouveau salle Pierre-Laroque au ministère. Et l'idée, c'était de réunir des approches très diverses pour voir ensemble comment avancer dans quelque chose qui n'est plus de l'opposition, mais plus de la collaboration, et voir comment on peut trouver des pistes d'approche communes ou tout au moins partagées. Voilà. Bon, ça c'était le jour du colloque. Bon, j'ai avec la directrice de l'hôpital, Frédéric Boiron, qui est le président de l'association des directeurs d'hôpital, et la clôture par Didier Sicard, qui est un de nos soutiens, le président d'honneur du comité national d'éthique, qui soutient très, très efficacement le collectif national des PASS, en étant partie prenante de beaucoup de réflexions, d'ateliers collaboratifs, etc. Alors, pour revenir sur le contexte de la mise en place de cette réflexion, à Saint-Louis, on est dans Paris, un hôpital qui est entre guillemets de pointe. C'est un hôpital où il y a des transplantations rénales, de la greffe de moelle, de l'oncologie, et en même temps c'est un hôpital qui est situé dans un territoire où la précarité est forte et où on observe des migrations depuis beaucoup d'années, et on a depuis les tentes sur le canal, on est à proximité du square Villemain, lieu de passage de beaucoup de réfugiés afghans ces dernières années, et puis à proximité des campements qui sont régulièrement démantelés. Et donc c'est aussi un hôpital de proximité. Donc c'est aussi une tension qu'il y a dans les hôpitaux, à la fois la pointe mais la proximité. Et la PASS, qui s'appelle la consultation Verlaine, finalement elle va cristalliser ces questions qui traversent le système de santé, avec en particulier des personnes avec des pathologies lourdes, donc comme je disais, liées à l'offre de soins de l'hôpital, cancérologie, VIH, hépatite et insuffisance rénale en particulier, et des problématiques liées à la précarité, l'absence de prise en charge, l'absence d'hébergement, et finalement on se retrouve vraiment dans une grande tension et des questionnements entre cette hyperspécialisation, ces problématiques globales médico-sociales, des soins qui sont parfois coûteux et une enveloppe limitée et comme je disais, relativement faible. Et donc, on se retrouve régulièrement avec des situations questionnantes. Alors, j'en ai toujours pris une comme ça, alors qui date, et peut-être qu'avec les progrès des molécules, elle serait différente, mais voilà, nous, on est amené à voir toutes les patients qui n'ont pas de prise en charge. C'est l'organisation de l'hôpital Saint-Louis, et ça, c'était une patiente, comme on en voit régulièrement, qui d'Afrique subsaharienne, avec un cancer du sein qui est déjà très évolué, et après des cures qu'elle a eues déjà dans son pays d'origine, elle a tenté le voyage en France dans un dernier espoir en espérant guérir. Et finalement, très mauvais pronostic, je passe les détails de la pathologie, des métastases, et en réalité, la cancérologue avait prescrit un traitement oral, du Xeloda, et donc nous, dans notre organisation, on a été amenés à voir la patiente pour faire cette prescription dans le cadre du dispositif PASS. Et là, il m'est apparu qu'il y avait des gros questionnements, parce que cette patiente, en la questionnant sur ce qu'elle avait compris et ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle souhaitait, bien sûr, c'était guérir, mais revoir ses enfants, repartir. Et finalement, ce qui était clair avec la cancérologue, c'était que de toute façon, la pathologie, elle était trop avancée et qu'on n'avait rien qui permettrait de la guérir, ni même d'agir efficacement. Alors je lui dis, mais dans ce cas, pourquoi prescrire le Xeloda, qui est quand même une molécule à peu près 700 € par mois,
elle m'a dit, mais on ne peut pas ne rien faire. Alors c'est un cas parmi tant d'autres, mais on a beaucoup de situations, mais on pourra en reparler dans la discussion, mais ce sont des situations qui questionnent le soin dans le sens, voilà, que faut-il faire et comment appréhender la situation. Donc médicalement, on comprend bien que la cancérologue se retranche sur un point de vue très technique. On peut faire une chimiothérapie, il y a toujours des molécules qui sont mises sur le marché pour un mois de vie supplémentaire, etc. On peut toujours faire une chimiothérapie, mais la question c'est, en effet, quel bénéfice la question sociale, bon, l'assistante sociale va engager une démarche d'aide médicale État. Dans ce cas-là, voilà, rien avant 3 mois. Dans ce cas, le point de vue financier, quel est-il ? La direction des finances pourrait légitimement dire « Ah ben ça va être une admission en non-valeur, on prendra la patiente quand elle aura la ME. » Donc pendant ce temps-là, la maladie va évoluer. Alors finalement, je me suis dit « Mais comment faire dans ces situations-là ? Peut-être que l'éthique peut nous aider. » Et finalement, je me suis retournée vers l'espace éthique de la PHP, qui à l'époque était donc à côté, dans le même établissement, quoique pas relié à Saint-Louis. Et finalement, bon, en résumé, finalement, ces situations de précarité qui sont caractérisées par un cumul de problématiques, cumul de vulnérabilité, elles mettent en tension ces principes fondamentaux, parce qu'en réalité, ils ne fonctionnent pas. Ils ne peuvent pas fonctionner correctement, parce que l'autonomie, bien sûr, c'est essentiel, mais comment peut-on parler d'autonomie quand on ne peut pas maîtriser ni la langue, ni les questions financières qui font qu'on ne peut pas forcément se déplacer, la compréhension, c'est extrêmement difficile. Et puis cette question centrale de la bienfaisance et la non-malfaisance, finalement, la chimiothérapie est vue comme quelque chose de bienfaisant, mais est-ce pas au contraire quelque chose qui risque dans les conditions de vie d'être encore pire et finalement contraindre la patiente à mourir de façon isolée, loin de son pays d'origine, et par ailleurs ne pas respecter son souhait. Et puis c'est cette question de la justice, qui est souvent abordée sur l'approche d'égalité, c'est-à-dire les mêmes soins pour tout le monde, mais dans cette situation, c'est vrai que régulièrement on dit si elle était française, on ferait ça, etc. Mais la réalité, c'est que est-ce qu'on peut vraiment parler de cas égaux ? Est-ce que non, l'hypothèse est fausse, parce que si elle était française, elle ne serait pas dans cette situation, loin de chez elle, etc. Alors, finalement, comme je me suis dit, il faut aller plus loin, donc on a commencé à faire tourner un groupe de réflexion, entre guillemets éthique, enfin c'était plutôt un groupe de réflexion, parce que je me suis dit, je ne peux pas en rester là, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, parce que chacun de son côté, on va trouver des points de vue, mais quel est l'intérêt du patient ? Donc on s'est réunis, on a fait venir des professionnels de l'hôpital, des anthropologues, sociologues, direction des finances, et puis on s'est réunis plusieurs fois, on a réfléchi en théorie, puis sur des cas, et puis petit à petit, on a approfondi, on a des thématiques un peu sur le mode de conférence, avec des personnes pour nous aider à réfléchir, comme le sociologue Frédéric Pierru, comme la directrice des finances de l'époque. On a monté des groupes de réflexion, des lectures a posteriori de situations complexes, en se disant mais comment on est arrivé à cette situation alors même que c'était évident d'un point de vue rationnel que ça allait mal finir. Puis des conférences pour essayer de mobiliser aussi la communauté hospitalière. Alors là-dessus, j'ai fait un master d'éthique sur ce sujet. Et puis il est apparu de tout ça, ce que ça peut-être vous paraît évident, mais pour les collègues en particulier de spécialité, c'est pas forcément évident. C'est que dans la décision médicale, il y a beaucoup de déterminants qui vont l'impacter, tous les déterminants sociaux. Et puis tout simplement l'approche de la santé de l'OMS, c'est-à-dire la santé, c'est pas simplement le médical, mais c'est aussi le psychique, le social. Et on se rend bien compte dans des situations comme celle-là qu'on est loin d'une santé globale. Donc le contexte de vie, la question de la subjectivité, la part d'irrationnel. C'est vrai que dans le cas décrit, la cancérologue, elle disait « Oui, moi j'ai envie de l'aider parce qu'on dirait un gros nounours ». Voilà. Et c'est une
c'est ce qu'elle disait. Hein. Bon, et... Non, je veux dire, c'est un peu caricatural, mais c'est intéressant aussi d'avoir. Bon, des fois, voilà, la subjectivité peut l'emporter sur le côté très factuel, hein, qui apparaît être la caractéristique de la médecine. Des questions bien sûr de compréhension, des questions sociales, financières, et puis donc là, ce qui apparaissait, ces questions d'écartèlement entre des exigences contraires, des injonctions paradoxales, voire des injonctions contradictoires, c'est-à-dire soigner bien, soigner tout le monde et en tenant les dépenses. Et finalement, bon, l'idée est apparue, voilà, finalement ces décisions, on ne pouvait pas les laisser strictement aux médecins et qu'il y avait la nécessité d'une approche pluriprofessionnelle. Alors, voilà, bon, c'était l'idée, on connaît la fable de l'éléphant et des 6 aveugles. À chaque aveugle dit, on lui demande qu'est-ce que c'est qu'un éléphant, un va dire c'est un éventail, l'autre il va dire une lance, celui-là va dire que c'est un mur, une corde, un arbre, un serpent. Donc chacun va être sûr de son point de vue et de toute bonne foi, le médecin va prescrire sa chimio, l'assistante sociale va prescrire sa démarche, etc., la direction des finances, mais en réalité, voilà, il y a une globalité et il faut qu'on arrive à avoir une approche plus systémique de ces questions parce que sinon, chacun travaille de son côté. Alors, on a finalement, avec une anthropologue, on a réfléchi voilà, sur cette question de la concertation. Elle avait travaillé, elle, beaucoup dans le champ de la concertation sur l'aménagement des territoires. Voilà, par exemple, quand on doit décider où va passer un TGV, on ne peut pas simplement prendre le point de vue de la SNCF, il faut le point de vue des protections de la nature, des villageois qui habitent, etc. Alors, on a appelé ça les RCP, pour garder les RCP du plan cancer. Et on a, alors le P étant pluriprofessionnel plutôt que pluridisciplinaire, parce que dans le plan cancer, c'est pluridisciplinaire. Et on a rajouté médico-social et éthique pour la dimension de réflexion et de questions à la fois individuelles et collectives. Alors, ça, c'est un cas aussi qui date, mais on en a plein. Juste pour dire que, alors, vous allez dire, oui, c'est caricatural, mais ce sont des vrais cas, voilà. Donc c'est une dame qui avait plus de 80 ans, pour laquelle on nous a sollicité. Elle est roumaine, elle est arrivée en France il y a quelques semaines, et la fille qui l'héberge se cogne contre sa mère, et c'est là qu'elle voit qu'elle a une énorme masse au niveau du sein. Alors elle l'avait constaté, mais elle n'avait jamais vu de médecin. Donc elle est adressée à Médecins du Monde, elle est adressée à la PAS. Donc nous en ambulatoire, on fait tous les examens sans que la patiente ait à payer. Et il s'avère que la maladie est très évoluée et qu'elle a des métastases, mais par chance, elle a quand même des récepteurs hormonaux positifs. Cependant, la RCP onco classique de maladie du sein a statué la proposition d'une chimiothérapie. Et donc, la cancérologue vient nous voir en nous disant « mais comment on va faire la chimiothérapie alors qu'elle n'a pas de prise en charge ?» En cherchant comme un truc « bon, on va régler ça ». Et puis on va lancer la chimio. Et finalement, bon, pour aller rapidement, l'idée de la discussion de l'approche globale, mais à nouveau, vous allez dire, oui, c'est du bon sens, c'était de se dire, finalement, dans ce type de cancer, en réalité, il n'y a pas de supériorité de la chimiothérapie sur l'hormonothérapie. La chimiothérapie, c'est des injections, des perfusions, donc ça veut dire mettre un cathéter profond, le risque infectieux, le risque de thrombose. Je rappelle que la dame a plus de 80 ans, la nécessité d'aller et venir alors que la fille n'était pas motorisée, du Val d'Oise, c'est-à-dire bien 1 heure de transport, tout ça 1 fois par semaine, avec des cycles qui se répètent pendant plusieurs mois. Et donc finalement, en réfléchissant simplement dans une approche de santé globale, étant donné qu'il n'y avait pas de supériorité de la chimiothérapie, la proposition est arrivée d'une hormonothérapie. Et finalement, une hormonothérapie, c'est beaucoup plus simple, c'est un comprimé à prendre par jour, en restant chez soi, avec quasiment pas d'effets secondaires. Voilà. Et aux dernières nouvelles, la patiente était encore vivante plusieurs années après. Alors, la question financière s'intègre à la question. En fait, finalement, elle est rentrée comme ça. C'est parce qu'elle n'avait pas de prise en charge, sinon la chimiothérapie aurait été lancée. Mais la question financière n'est pas seule, elle n'est pas bloquante. C'est pas parce que ça coûte cher
qu'on ne fait pas la chimiothérapie. Alors, voilà un premier élément d'illustration de cette approche de la globalité. Alors, sur la néphrologie, bon, je vais passer vite sur cette situation pour revenir sur une autre, parce que on pourra en discuter. Ça, c'est aussi une des difficultés qu'on observe dans certains hôpitaux. C'est des personnes qui arrivent aux urgences d'un hôpital en insuffisance rénale terminale, qui nécessitent une dialyse. Alors, parfois dialysée dans un pays d'origine, parfois non. Et là, ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions de coûts, bien sûr, mais de moyens, de disponibilité de l'outil hospitalier. Et ça pose aussi des questions médicales. Alors, j'ai pris un exemple d'une situation qui m'a un petit peu questionnée. C'est un patient qui vient du Sénégal, insuffisance rénale terminale. Lui est venu parce que son frère, dans une situation un peu similaire, avait été greffé. Et donc, naturellement, il a pensé que ce serait peut-être le cas. Et alors voilà, donc le patient arrive aux urgences. C'est toujours ce circuit, c'est toujours compliqué. Dans les hôpitaux, c'est quelque chose on a du mal à gérer. C'est une urgence. Bon, il y aura la dialyse en urgence. C'est pas une urgence, on renvoie plus tard. Donc, et finalement, il va rapidement retourner aux urgences et être hospitalisé. Le patient va être hospitalisé donc, en réanimation pour avoir une première dialyse. Et puis ensuite, il va être hospitalisé en néphrologie, vous voyez, en réalité pendant un peu plus d'un mois. Et puis alors après, on aura diagnostiqué une infection par le VIH. Il sera pris en charge par la consortium maladie infectieuse, qui délivrera le traitement qui coûte un peu plus de 900 € par mois. Il sera finalement programmé en dialyse, où il aura 3 dialyses par semaine. Et puis, d'un point de vue social, l'assistante sociale a lancé une demande d'aide médicale État. Et finalement, à un moment donné, l'administration qui a vu la situation, enfin, je vais voir où on était dans cette situation. En réalité, ce patient, il doit 117 000 € à l'hôpital, après tout ça. Et finalement, des sommes comme celle-là, c'est pas rien, parce que c'est déjà plus qu'un PH temps plein sur l'année. Et finalement, quand on reprend un petit peu son histoire, je me suis dit, mais voilà, alors, lui, il n'était pas passé initialement par la passe, on n'avait pas eu le temps, comme il y avait une urgence, il était passé par le circuit classique d'hospitalisation, mais en reprenant l'entretien avec lui, alors, on comprend que en réalité, il était déjà dialysé, il était déjà dialysé dans son pays d'origine et qu'en réalité, il avait déjà vu 8 dialyses. Mais qu'il trouvait que ce n'était pas très confortable. Et donc, voilà, il avait l'idée certainement d'avoir quelque chose de plus, moins contraignant, c'est-à-dire la greffe. Et donc, en creusant la situation, on se rend compte que c'est quelqu'un d'important là-bas et qu'en fait, il vient tous les ans auprès de la communauté musulmane. C'est le chef de la communauté musulmane c'est un des chefs, comme ça qu'il s'est présenté, à Dakar. Et en fait, il vient en tourisme, tourisme et professionnel, quoi. Et en réalité, je me suis dit, mais comment vous vivez là en France ? En fait, il est hébergé, certes, mais dans des conditions extrêmement défavorables, parce qu'on lui a trouvé un endroit où il dort au rez-de-chaussée d'un pavillon, mais c'est dans un salon où il y a la télé qui marche. Alors voilà, c'est un détail, il dort sur le sol, et la télé marche jour et nuit, les gens se relaient, écoutent la télé, et lui, il n'en peut plus, il est épuisé. Et la communauté se relaie pour lui payer le transport aller-retour à Saint-Louis, mais personne ne peut payer les médicaments. Et puis finalement, quand on pose la question au patient, qu'est-ce qu'il souhaite ? Il souhaite être greffé et repartir. Et finalement, le point de vue médical, vu son âge, vu les comorbidités, la greffe n'est pas possible. Donc, on lui donne ces éléments d'information et son souhait, c'est de repartir au Sénégal. Donc, on a contacté la délégation des relations internationales qui nous a mis en contact avec un médecin qui est à la fois interniste et néphrologue et qui nous a assuré qu'il pouvait reprendre en charge le patient. Et donc, le patient est reparti dans son pays pour poursuivre la dialyse. Alors, c'est un exemple qui montre en réalité de façon à la fois
c'est à la fois complexe, c'est à la fois une situation complexe, et finalement la résolution est simple. C'est vraiment d'essayer d'avoir une approche globale de la situation, pas avoir des idées préconçues. Et finalement, c'est cette approche que dans vos pratiques, certainement, vous expérimentez en soins primaires, en médecine générale, mais je dois dire que souvent dans les hôpitaux, enfin moi dans ce que j'observe, on a souvent une approche très parcellaire, très technique. Et là finalement, c'était pour identifier que l'approche coordonnée, elle est pertinente d'un point de vue technique, mais l'approche intégrative, elle est plus bénéfique pour le patient parce que finalement on respecte son souhait. Et puis il y a aussi le bénéfice pour les professionnels, parce que il y a une question qui a été évoquée ce matin. Quand un professionnel spécialiste voit un patient qui est en situation de précarité, qui ne parle pas la langue, etc., ce n'est pas simplement une question de rejet, etc. C'est une question de difficulté professionnelle. C'est une question de difficulté professionnelle, pas simplement parce qu'il y a la barrière de la langue, pas simplement parce qu'il faut considérer le contexte, mais c'est que souvent, même avec la meilleure volonté du monde, on ne va pas faire du bon travail. Quand les patients sont à la rue, à dormir. J'ai un autre patient là récemment, voilà, il est venu en France, un peu la même situation, mais il se retrouve à dormir dans une cage d'escalier. Donc c'est extrêmement difficile de produire du soin satisfaisant dans ces conditions. Et puis évidemment, il y a des coûts qui sont importants pour l'institution. Alors l'idée de l'éthique partagée, c'est que finalement s'approcher d'une idée d'un travail qui est centré sur l'humain et de la coordination. Voilà. Alors, je pourrais le développer dans les échanges, mais finalement, on retrouve ça dans des textes, dans des articles qui sont intéressants, qui ont été, en particulier, c'est une professeure de management à Boston, qui a identifié un des éléments clés de l'efficacité, de la haute performance du soin, c'est la coordination relationnelle. Finalement, c'est ce qu'il y a dans les PASS. Dans les PASS, mais pas que dans les PASS, mais dans les PASS versus le reste de l'hôpital, c'est qu'on voit tout ensemble. Et donc, on a cette coordination avec cette horizontalité, et ce qui fait que ce cercle vertueux qui est décrit se met en place, c'est-à-dire des buts partagés, des savoirs partagés, un respect mutuel qui génère de la communication fréquente en temps adapté et qui permet de résoudre les problèmes en intégrant tout ce qu'on peut intégrer. Évidemment, jamais on n'aura la globalité de la situation. Alors, voilà, c'est juste pour dire que c'est aussi bien bénéfique pour les patients parce que finalement, on va essayer d'aller au plus près de la demande et voir si on peut y répondre. Pour les professionnels, parce que ça permet de se décentrer de la charge ou de la contagiosité émotionnelle en partageant la prise de décision. Et puis, certainement, c'est bénéfique pour rationaliser le recours à l'outil hospitalier. Et c'est de ce point de vue-là que, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rapproché de l'association des directeurs d'hôpital. Et voilà, avec cette idée, cette visée, pour moi, de l'éthique, de la collégialité, entre guillemets, voilà, l'éthique, c'est un mot qui est souvent un peu galvaudé. Cette approche de la collégialité pluriprofessionnelle, elle a pour but, voilà, d'aligner des intérêts qui apparaissent difficiles à aligner, ceux des usagers, des patients avant tout, mais également des professionnels de l'institution, de la collectivité et au final des générations futures, c'est-à-dire ne pas accentuer la dette, etc. Voilà. Et donc simplement, finalement, l'idée c'était de la complexité. La complexité peut se traiter de façon simple, mais ça présuppose d'être à plusieurs, parce que sinon la réalité sera traitée que dans un angle. Voilà. Et finalement, la méthode qui apparaît comme susceptible de proposer la moins mauvaise solution, parce qu'à défaut de trouver une bonne solution, souvent il n'y a pas de bonne solution, c'est déjà de prendre le temps d'une analyse approfondie de la situation, prendre le temps avec un interprétariat professionnel, si le patient ne parle pas la langue, de bien comprendre le contexte de vie et surtout la demande du patient. Parce que très souvent, et je dois dire, même si, oui, mais quand même, c'est pas bien, très souvent, la question que je pose aux spécialistes, aux cancérologues en particulier, c'est qu'est-ce que veut le patient ? Et la réponse, elle est quasiment toujours « je pense que ». Voilà. Et en réalité, tout simplement, quelle est votre demande ? Et là, c'est beaucoup plus simple de mettre en adéquation
ou d'expliquer qu'on ne peut pas amener de réponse satisfaisante. Et à ce moment-là, on met les moyens de l'autonomie des patients eux-mêmes à prendre la décision qui est leur décision de rester, de choisir tel traitement, un traitement moins agressif. Voilà. Et finalement, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Voilà. Alors justement, les conditions de la mise en œuvre de ça, enfin je dis que c'est simple, mais c'est pas vrai. Il faut quand même accepter certaines conditions, parce qu'évidemment, si on dit ça, je me suis dit à la réunion des directeurs, ils vont dire « Ah bah très bien, on va faire des cellules pluriprofessionnelles et puis ça sera réglé ». Mais il faut accepter des conditions. Il faut quand même accepter, voilà, alors on va le voir. Il faut accepter de se mettre en réunion, il faut accepter que le chef se mette au même niveau, parce que c'est vrai que s'il y a une hiérarchie forte, la décision sera prise par celui qui est au-dessus de la hiérarchie. Alors ça, c'est François Goldwasser, le chef de service de cancéro de Cochin, qui m'a donné cet acronyme. C'est EST, voilà, pour se rappeler, Early Systematic Together. Précocement, de façon systématique, parce que c'est vrai que si on ne traite pas toutes les situations complexes, il y aura toujours ces situations qui n'ont pas de solution et qui vont faire ce qu'on appelle très désagréablement des bêtes bloqueurs. Et tous ensemble, en fait. Voilà. Alors, là, c'est la question de quelle est la boussole pour réussir à aligner cette ligne, ces différentes perspectives. Et alors, voilà, j'ai rajouté aussi un autre est. C'était les conditions de cette délibération. C'est en effet l'égalité, ou au moins l'équité. C'est-à-dire l'égalité, ça veut dire qu'on est sur un pied d'égalité. Ça veut dire que les personnes qui sont dans la discussion acceptent que le point de vue de l'aide-soignant, de l'assistante sociale, aura autant de poids que le point de vue du chef de service. Donc c'est là où ça ne va pas de soi. C'est à la fois simple, mais ça ne va pas de soi dans des milieux qui sont très hiérarchiques, très verticaux, comme l'hôpital l'est. Voilà. Donc être en sécurité, ça veut dire oser prendre la parole. Et c'est ça non plus, ça ne va pas de soi que la personne qui est de terrain ose prendre la parole devant son supérieur. Et donc c'est ça, être aussi en confiance. Et puis finalement, l'acronyme on peut passer de l'autre côté, peut-être se rappeler que peut-être le plus important, c'est le W, la sagesse, voilà, la sagesse pratique, alors, voilà, qu'on peut appeler tout simplement, le bon sens. Florent Champy dit que la sagesse pratique, c'est le bon sens lesté de l'expérience. Et oui, c'est ça. Mais des fois, c'est des choses qui sont complètement simples. Mais dire simplement c'est du bon sens, c'est pas suffisant. C'est quand même aussi quelque chose qui s'appuie sur l'expérience. Voilà. Mais ce point est très important parce que très souvent, en prenant un peu de recul, on se rend compte que c'est bien ça le principal. Voilà. Alors, et aussi pour finir sur la question du lien entre le bon soin et l'économie. Alors, on avait insisté sur cette idée. Voilà, le premier point, c'est le découplage. C'est vrai qu'on est quand même actuellement dans un process où la médecine est industrielle et on essaye de faire des chemins, des parcours standardisés, etc. Alors ça marche bien pour la chirurgie programmée de la vésicule biliaire, etc. Mais dès qu'on est dans du médico-social, ça ne marche pas. Et donc, l'idée, c'est qu'on garde l'approche, entre guillemets, industrielle pour ce qui est standardisé, mais on propose une approche sur mesure artisanale pour ces situations comme celle-là. Et ça veut dire c'est du temps. C'est du temps, mais cette logique du découplage, elle évite des économies d'échelle. On pourra en rediscuter. Et donc cette idée de la non-dépense, c'est comme ça certainement aussi qu'on peut relier les intérêts du soin et les intérêts économiques. C'est aussi de se dire tout le temps qu'on va passer, les moyens qu'on va mettre le plus tôt tous ensemble, eh bien, c'est ça qui va éviter les dépenses inutiles. Alors, à nouveau, j'insiste, nous, notre terrain d'observation, c'est des patients sans prise en charge, donc essentiellement des migrants, mais en réalité, il nous semble que cette méthode, elle devrait être appliquée pour tout le monde. Et on se rend bien compte que, en particulier dans le champ de la cancérologie, il y a quand même beaucoup d'obstination déraisonnable, et en particulier chez les personnes âgées, qu'on va transporter d'un endroit à l'autre, etc. Et finalement,
en réalité, en prenant le temps de se poser au plus tôt, avant d'avoir tout lancé, parce qu'évidemment tout est automatique et si on lance après c'est trop tard, on arrive à éviter des dépenses. Alors c'est pour ça que moi je plaide pour cette idée de la non-dépense et du retour sur investissement positif, mais voilà, la direction des finances ne me suit pas encore dans cette vision-là, parce qu'on est dans les schémas, le logiciel il est celui de la T2A. Voilà, donc j'ai presque fini. Pour insister sur l'idée de la coordination qui apparaît voilà, comme une pierre angulaire du soin et de l'hôpital qui finalement est fragile, et on voit bien qu'il est fragile. La ministre dit que le système est à bout de souffle, le président de l'Ordre des médecins il dit qu'on est au bord de l'explosion, donc on voit bien que là rien ne va. Et que peut-être voilà, l'hypothèse, c'est de dire voilà, une approche qui prend plus de temps, qui est plus centrée sur l'humain, qui est plus intégrative, elle est aussi bénéfique pour les patients, les professionnels et pour l'hôpital. Et puis aussi, elle répond aux recommandations de l'OMS qui évoquent la nécessité d'une transformation du système de santé, à moins de laquelle les systèmes deviendront de plus en plus inefficients. Donc c'est-à-dire qu'on voit bien la fragmentation en sous-spécialité, sur-spécialité et l'approche en silo n'est pas bénéfique. Et revenir sur quelque chose de plus intégratif, c'est à la fois du meilleur soin et moins de dépenses. Et donc pour finir, voilà, c'est cette idée de la coopération pluriprofessionnelle dans les conditions voilà, qu'on peut appeler éthique de la collégialité. Hein. Donc ça veut dire, ça ne va pas de soi dans un milieu très hiérarchique, mais c'est ça qui peut-être peut éviter cette faille qui est en train de se constituer. Bon, on voit dans les hôpitaux entre les soignants et les administratifs, avec chacun des bonnes intentions, beaucoup de bonne volonté, mais cette opposition. Alors, les passes, à nouveau, ne sont pas les seuls dispositifs intégratifs, mais intégrant à la fois le soin primaire, la médecine de ville dans l'hôpital, et intégrant des dimensions qui impactent le soin, comme le social, le psy, l'ethnopsy, le culturel, le financier, le géopolitique. Voilà, il y a cette dimension d'intégration et qui nécessite cette approche pluriprofessionnelle. Et donc, dans ce petit schéma, voilà, on plaide pour cette idée de développer dans les structures de santé ces espaces de décloisonnement pluriprofessionnel pour essayer de tous ensemble trouver au cas par cas, dans ces situations les plus complexes, des résolutions qui respectent tous les intérêts dans le meilleur intérêt de chacun et de tous. Voilà, je vous remercie. Donc l'article paraît là dans les jours à venir dans la RHF.